On va revenir sur, on va commencer d'abord par le Mali et puis terminer la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai écouté les différents communiqués des pays de l'AES. J'ai écouté. Je vais vous amener ici d'abord. Je vais vous faire écouter ceci. Et puis on va continuer. Parce que pour nous, c'est important. Permettez-moi une seconde, hein. Je vais vous amener ici. On va écouter ça. Oh là là. Alors, on va revenir rapidement ici. Voilà. Permettez-moi, hein. On va remonter encore. Oh là là. J'espère qu'on pourra rapidement se retrouver. Je vais juste vous faire écouter le communiqué, s'il vous plaît. Je vais juste vous faire écouter le communiqué, parce que pour moi c'est important de vous faire écouter le communiqué. Ok, voilà ça ici. Merci, on va écouter. Seront sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, un communiqué de la présidence de la Confédération de l'AES. En effet, sur l'instruction des plus hautes autorités de notre pays, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98B, suite à un acte d'hostilité du régime algérien, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, à Tinzawaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES rappelle qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le Collège des chefs d'État de la Confédération AES considère la destruction du drone des forces armées et de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le Collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Donc, les trois pays, je vais revenir encore sur... les trois pays ont décidé de faire appel à nos ambassadeurs accrédités en Algérie, à Alger. Mais je vais vous permettre d'avoir plus d'informations. Donne-moi une seconde, hein. Donne-moi une seconde. On va écouter ça. Et puis on va continuer. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci, madame. Le premier communiqué, c'était le communiqué du Collège des chefs d'État de l'AES. Parce qu'Assimi Goïta est pour le moment le président de la Confédération de l'AES. Donc c'est le ministre Abdoulaye Diop qui, logiquement, s'il y a un communiqué émanant de la présidence, donc c'est lui qui doit lire ce communiqué-là. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, nous allons écouter le communiqué de l'État du Mali.
qui est lu par le ministre de la Sécurité. On l'écoute. Communiqué numéro 073 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a le regret d'informer l'opinion que, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TCR 98D, s'est écrasé sur le territoire national à Tenzawaten, cercle d'Abébara, région du Kidal. Alors, ici, le message du ministre, enfin, le communiqué de l'État du Mali, c'est juste pour nous donner une clarification sur ce qui s'est réellement passé. Vous vous souvenez, j'avais dit à l'époque que la semaine dernière, que honnêtement, je ne voudrais pas intervenir dans cette affaire d'Algérie. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu venir il y a longtemps. Depuis des années, j'ai toujours interpellé notre gouvernement en disant que l'Algérie n'est pas un voisin ni un allié fiable. L'Algérie est une menace. L'Algérie joue un double jeu. Je l'ai toujours dit, jusqu'à ce que l'Algérie aille nous attaquer devant, je sais pas, il y a eu une rencontre internationale, l'Algérie nous a attaqué là-bas, et l'Algérie a réaffirmé depuis cet instant, personnellement, je m'attendais à ce que l'Algérie fasse quelque chose, mais je ne sais pas dans quel ordre. Le fait que l'Algérie défende les terroristes sur le plan international et l'Algérie avait lancé une menace voilée à la tribune des Nations Unies. Je répète, depuis la tribune des Nations Unies, l'Algérie avait lancé une menace voilée. J'ai interpellé notre gouvernement. J'ai dit, faisons beaucoup attention, ce message-là veut dire beaucoup de choses. Donne-moi ce bâtard là, c'est ta maman qui va t'écouter, maudit que tu sois. Imbécile, qui va t'écouter. C'est pas mon direct qui va venir écouter, idiot. Alors donc, je répète, ne faites pas attention à ces vendeurs d'illusions là, hein, qui utilisent des noms de femmes, des photos de jeunes filles pour essayer de vous séduire. Ne les écoutez pas. Ce sont des menteurs. Ce sont des manipulateurs. S'ils sont bons, ils doivent avoir leur site internet. S'ils sont bons, ils doivent avoir leur page où ils ont les témoignages là-bas. S'ils sont bons, ils doivent être capables de payer des frais pour faire des promotions. Mais des gens qui sont incapables même de débourser un centime, mais qui viennent profiter des commentaires que vous laissez pendant les interventions, ceux-là, si vous leur faites confiance, ne dites jamais c'est pendant le direct de Keïta que j'ai vu ça. Parce que pendant le direct de Keïta, je vais balayer tous les maudits qui vont venir ici essayer de vous escroquer. Mais si vous pensez que c'est les gens qui disent la vérité, vous vous trompez. C'est des menteurs, c'est des vendeurs d'illusions. Je suis visible. J'ai des pages sur toutes les plateformes. C'est mon visage qu'on voit. C'est mon nom qu'on voit. C'est mon numéro qu'on voit. Je suis identifié partout dans le monde. Ces voleurs sans foi ni loi qui viennent profiter de vos commentaires pour essayer d'attirer votre attention, ne les écoutez pas. Ce sont des menteurs. S'ils sont capables, qu'ils sortent l'Afrique du sous-développement. D'accord? S'ils peuvent aider, ils n'ont qu'à faire l'Afrique. Le combat que nous on mène là, c'est pour que l'Afrique soit du sous-développement. S'ils ont ces solutions miracles, alors qu'ils fassent sortir l'Afrique du sous-développement. Ils n'ont pas besoin de venir glisser des commentaires pendant les messages, pendant les commentaires. Ils croient qu'ils sont intelligents. Mais je suis assis là, je ne suis pas bobob de Dieu pour rien. Ils ont l'habitude de faire ça avec tout le monde et ça marche bien. Mais les bâtards viennent ici. Quand je les sonne, ils disparaissent. Et puis après, vous changez de numéro de téléphone, ils reviennent. Si vous pouvez acheter 1000 numéros de téléphone, moi je m'en fous. Achetez 1 million de numéros de téléphone. Mais moi je vais toujours vous bloquer. Voilà. Je n'ai pas besoin d'administrateur pour vous chasser. Moi-même, je vous chasse. Vous croyez que je fais direct, je ne serai pas concentré? Parce que c'est ce qu'on leur dit. Eh, mettez parmi les commentaires là. Après, les gens vont regarder. Après les directs. D'accord? Bâtard que tu es là. Faut venir, je vais te montrer qui a mis le dans coco. Si tu es garçon, bien laissé, puis je vais pas t'allumer. Faut venir, je suis là. Je lis tous les commentaires. Tu mets, je te chasse. Maudit que vous êtes. Alors donc, je continue.
depuis que l'Algérie, le fait que le Mali soit sorti des accords d'Alger, l'Algérie a juré vengeance. J'ai dit que l'Algérie n'est pas un État fiable. J'ai dit faites beaucoup attention quand vous parlez avec l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est le bicéphalisme politique. Le bicéphalisme au sommet de l'État. Ça veut dire il y a deux têtes qui gouvernent l'Algérie. Les forces armées algériennes et le gouvernement politique. Donc, l'Algérie, je le répète, l'Algérie, et ça, croyez-moi, je vous en prie, l'Algérie, une dernière fois, travaille avec la DGSE. L'armée algérienne n'a pas un problème avec la France. L'armée algérienne travaille de concert directement avec le service de renseignement français. Je l'ai développé à maintes reprises, mais répétition état pédagogique, je vais le refaire. En 2011-2012, quand les terroristes descendaient, après la chute du régime de Muammar Kadhafi, qui leur a fait le passage, qui leur a ouvert la voie, parce que le Mali n'est pas directement connecté à la Libye. On a un voisin qui s'appelle l'Algérie. Mais comment ils ont traversé depuis la frontière algérienne, la frontière algéro-libyenne, ils ont longé cette frontière jusqu'à la frontière algéro-malienne. Vous allez me dire que l'Algérie n'était pas au courant de tout ça? L'Algérie a volontairement laissé ces gens-là, parce que l'Algérie a toujours travaillé avec ces gens-là. L'Algérie a toujours soutenu l'Azawad. L'Algérie qui déteste les Noirs. L'Algérie qui est un pays raciste. L'Algérie qui a du mépris pour les Noirs. C'est cette Algérie-là qui a encouragé la rébellion. Le Mali s'est trompé de combat comme Sorogio en soutenant comment on appelle ça, le Front de libération de l'Algérie, le Front de libération nationale, FLN. Le Mali s'est trompé en les soutenant. Mais c'est l'Algérie qui a toujours travaillé de concert dans l'ombre pour essayer de déstabiliser cet État voisin qui est le Mali. Mais l'Algérie va plus loin. Je vous en prie. Je ne voulais pas parler. Mais si je décide de parler, Dieu lui seul sait ce que vous devez entendre qui sortira de ma bouche. Et je vous en prie, ce n'est pas n'importe quoi qui sortira de ma bouche. Parce que l'analyse que je vais faire aujourd'hui, je me vante à le dire, vous ne l'avez pas encore entendu quelque part. Prêtez une oreille. Si quelqu'un dit c'est un vantard, que le fils de pute vient démontrer que quelqu'un a déjà fait mieux que ce que je suis en train de vous dire. Parce que je n'ai même pas encore commencé. Donc j'attends tous les maudits autour là. Aujourd'hui, je ne serai pas attendre avec quelqu'un. Les bâtards que vous êtes, vous venez, vous allez me trouver devant vous. Personne ne vous appelle. Il s'agit de la sécurité nationale. Il s'agit de la survie d'un pays. Si les gens ont la possibilité, ils feront de nous tous des esclaves. Mais l'Algérie, à l'époque du président Moussa Traoré, l'Algérie a joué les perfides. L'Algérie est restée silencieuse. Mais l'Algérie ne pouvait pas présenter sa tête parce que le général Moussa Traoré, paix à son âme, qu'il repose en paix, que la tombe lui soit légère, ainsi que tous les saints. L'Algérie savait que provoquer le Mali à cette époque-là serait une guerre dévastatrice pour les deux pays. Et l'Algérie n'avait pas besoin de ça. L'Algérie voulait se reconstituer. L'Algérie a pris le temps pour se reconstituer. L'Algérie n'a jamais voulu affronter directement le pouvoir de Moussa Traoré. Posez-vous la question pourquoi? Parce que l'Algérie savait ce qu'on avait. Parce que l'Algérie savait que le général ne perdrait pas le temps à l'allumer s'il fallait. Parce qu'à l'époque, on avait des missiles de longue portée, de moyenne portée. Tout ça là, ont disparu. Donc, lorsque l'Algérie, c'est pourquoi les politiciens, et moi je demande au président Goïta de dissoudre tous les partis politiques.
On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Les partis politiques sont les pires ennemis du Mali. C'est eux qui ont fait la flamme de la paix. C'est eux qui ont déstabilisé notre armée. C'est eux qui ont démembré notre armée. C'est eux qui ont rendu notre armée aveugle. C'est eux qui ont cassé les ailes de notre armée en vendant nos avions. Ils ont cassé les pieds de notre armée en détruisant tous les blindés. On n'avait que des vieilles Kalachnikov, des vieux fusils de la Troisième Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale ou de la dernière Guerre mondiale. Donc ce sont les partis politiques avec leur flamme de la paix qui ont mis le Mali dans le trou que nous sommes aujourd'hui. Et quand vous entendez des idiots venir dire le temps d'Alpha Ouma Konari, le Mali était en paix, vous êtes vraiment pathétique. Voilà les premiers ennemis du Mali. Donc, la paix dans la domination, la paix, quand vous êtes dominé, vous êtes soumis, c'est ça que vous appelez la paix. C'est ça la paix pour vous. C'est ça là, que vous appelez la paix. La paix où nous sommes dominés, nous sommes soumis, nous sommes contraints, on nous oblige. C'est ça qu'on appelle la paix. Voilà ce que les politiciens ont appelé la paix au Mali. L'Algérie n'a jamais voulu penser un seul instant, s'hasarder même à vouloir s'amuser même à attaquer le Mali. Au temps du général Moussa Traoré, non. Mais, dès qu'il y a eu la flamme de la paix, l'Algérie a trouvé tout de suite son salut. L'Algérie dit, voilà, mon heure est arrivée. Et l'Algérie a commencé à orienter ces jeunes gens-là vers l'armée libyenne. Allez là-bas, apprenez, soyez des officiers, des sous-officiers, apprenez le maniement des armes, apprenez des militaires, puisque nous, si nous on veut vous former, on va nous indexer. Donc voilà comment l'Algérie est. L'Algérie, ce que je vous dis, personne au monde n'a encore ouvert sa bouche pour parler de ça. Je suis le seul. Et quand je ferme ma bouche, c'est fini. Personne ne peut parler. Et ça, je me vote avec ça. Parce que seul Dieu vous donne ça. C'est pas un être humain. L'Algérie dit, moi, je ne peux pas vous former. Si je vous forme, je serai indexé. Allez en Libye, entrez dans l'armée de Muammar Kadhafi, il a la recherche de mercenaires, il a besoin de hommes. Mais gardez en esprit qu'un jour ou l'autre, vous allez revenir pour réclamer votre indépendance au niveau de l'Azawad. Allez vous former là-bas. Voilà comment l'Algérie les a orientés en Libye. Et c'est la même Algérie qui a ouvert la porte quand ils revenaient. Allez, maintenant, il est temps pour vous de demander votre indépendance. Est-ce que ça, là, c'était complet? Il n'y a pas une petite politicienne, né d'un homme et d'une femme qui peut s'asseoir et puis venir me dire le contraire. Tu es un garçon, viens. Je finis avec toi-même, ta propre famille va te vomir. Tu vas nous dire quoi ici? Par rapport à quoi? C'est l'Algérie, dès le départ, c'était l'Algérie. Depuis le commencement, c'était l'Algérie. Mais l'Algérie ne pouvait pas parce que l'Algérie avait peur de Moussa Traoré. Donc quand la situation a commencé à se compliquer, la France, avec USAID, la DGSE, ils ont infiltré. Ça fait mal de le dire, mais je suis obligé de le dire. Parce que ça nous permettra de mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Ça nous permettra de mieux comprendre. Je le dis, ça nous permettra de mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Je répète, l'Algérie, au niveau de, après, je vais pas parler de 2012, mais, donc quand Aya a lancé son opération, la DGSE, le renseignement extérieur algérien, USAID, ils ont infiltré comment vous appelez ça, le truc des étudiants là, ils ont infiltré l'organisation des étudiants. Parce que ça coïncidait avec ce qu'on appelle le vent de l'Est, n'est-ce pas, le multipartisme, les maricots et autres là qui sont entrés dans la manipulation, bon, et puis ils ont fait tomber
le régime de Moussa Traoré, l'Algérie était contente. Donc, Aya Sanogo, je vous en prie, les gens savent comment vendre des fausses informations, les fake news, et puis tout de suite, ils ont vendu les fake news, les femmes des soldats sont sorties, nos maris sont en train de mourir, on a commencé à mettre la pression sur le président, comment vous l'appelez, le président, paix à son âme, le général ATT, et puis vous savez ce qui s'est passé, Aya Sanogo fait son coup d'État. Mais ce qui est intéressant, je vous en prie, ce qui est intéressant, c'est quoi? Aujourd'hui, l'Europe décide d'investir 800 milliards, je crois, c'est ça? 800 milliards d'euros en armement. Parce que la Russie était voisin menaçant. Mais, on a placé le Mali sous embargo. Le Mali ne doit pas acheter des armes. Vous voyez un peu le ridicule de ceux qui se disent hommes politiques. Voilà ce que les enfants du Mali ont apporté au Mali. On interdit à votre pays de s'armer. Mais eux, ils font la course aux armements. Votre pays, on dit ne vous armez pas. On vous empêche de vous armer. Et les gens disent c'est bon pour nous. Et Allah, que Dieu ait pitié de ceux qui ont trahi le Mali. Ça fait honte et c'est pathétique. Ça fait honte et c'est pitoyable. Alors donc, ils ont fait tomber le pouvoir du général Moussa Traoré, le général ATT. La roue libre, ils sont venus. On fait les accords de Ouaga. L'Algérie, la France torpille. On dit les accords d'Alger. Et les accords d'Alger détruisent complètement la souveraineté du Mali. Les nouvelles autorités arrivent et disent on n'est pas d'accord, il faut revoir. Et que se passe-t-il? Alger monte sur ses chevaux. Là où ça devient intéressant, je vous en prie. Que fait l'Algérie? L'Algérie est contactée par l'Union européenne. Écoutez très bien, je vous en prie. Pour la fourniture en gaz. C'est ce que je craignais depuis toujours. J'ai développé ça. J'ai interpellé. J'ai dit, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Qu'est-ce que l'Algérie a fait? L'Algérie et le Maroc doivent fournir l'Union européenne en gaz, puisque ils veulent limiter ou réduire leur consommation gazière à la Russie. Donc, l'Algérie arrive à trouver un bloc gazier, je ne sais pas combien de, un ou deux, avec une réserve importante. Donc, l'Algérie décide de faire un gazoduc entre le Nigeria et l'Algérie. Mais que fait l'Algérie? L'Algérie dit le gazoduc doit passer par le Niger. Ça ne vous dit rien? Attendez, il y a un bâtard qui est là encore là, imbécile. C'est ta maman que tu vas faire, idiot. Allez, faut te dégager de mon direct. Alors donc, je reviens encore. L'Algérie, je répète encore, l'Algérie fait passer son gazoduc par le Niger. Le Maroc fait passer son gazoduc dans le désert, dans le Sahel. Et les gens trouvent que c'est beaucoup. Maroc, c'est beaucoup exposé. Mais le Maroc sait pourquoi il fait ça. Donc nous, mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est le cas de l'Algérie. Pourquoi faire passer alors que l'Algérie pouvait contourner le Niger? Mais pourquoi l'Algérie fait passer son truc gazier au Niger? Je vais vous expliquer. Pour que l'Union européenne puisse avoir une présence en complicité avec l'Algérie, pour que le nord du Mali, une fois que le nord, la partition, ils vont atteindre un certain niveau où la partition deviendra irréversible, il faut que les forces qui seront installées au Niger puissent intervenir dans le nord du Mali au motif de sécuriser cette zone. Et cette zone sera sous la protection et de l'Union européenne et de l'Algérie. En fait, c'était ça le plan de l'Algérie. Et l'Algérie va dire, il faut sécuriser notre complexe gazier. Parce que le gaz qui va passer par le Niger, il faut le sécuriser. Et on a besoin de l'Union européenne, on a besoin de conjuguer des efforts, puisque le gaz ici, il arrive en Algérie, et en Algérie, il transite directement.
et le Niger aura un petit prélèvement qui vont donner certainement aux élites pour qu'elles se taisent. Donc, le fait de faire passer le gazoduc au Niger, c'était purement stratégique et c'était non seulement économique, mais c'était militaire. Parce que le Niger deviendra cette base arrière pour l'Algérie et la rébellion. La force de la rébellion, la base arrière de la rébellion sera le Niger. L'Algérie ne sera pas indexée, mais c'est le Niger. Et l'Algérie aura besoin de sécuriser. Donc, quand vous voyez que tout ça est fait, mais l'Algérie avait un plan bien déterminé. C'est pourquoi, moi je dis, il suffit pas à l'AES de dire, on rappelle nos ambassadeurs de l'Algérie. Moi je demande au Niger de réévaluer sa coopération avec l'Algérie par rapport au gazoduc qui traverse le Niger. J'interpelle les autorités nigériennes à demander à l'Algérie de trouver un autre moyen de contourner le Niger pour que l'Algérie comprenne que ça fait vraiment mal. Mais écoutez, soyons sérieux. On vit le même cas en Europe, dans cette guerre avec l'Ukraine. On voit comment les gens, ils ont bloqué tout de suite le gaz russe d'entrée en Europe. Alors, le Niger, pour le moment, ne gagne même pas un centime sur ce passage-là, puisque ça n'a pas encore commencé. Donc, le Niger demande à l'Algérie de dévier, c'est-à-dire que le gazoduc ne passera plus par le Niger, mais que le Niger soit contourné. L'Algérie comprendra tout de suite que ça fait mal. Je répète que nos autorités, surtout au Niger, qui demandent à l'Algérie de contourner le Niger pour la mise en place de son gazoduc. Ça, c'est première mesure de représailles. Ils ont dit, si un pays est attaqué, ce sont les 3 pays qui sont attaqués. Mais ici, c'est visiblement un acte hostile, c'est un acte de guerre, c'est une déclaration de guerre. Parce qu'il y a un pays qui, de son territoire, bombarde votre aéronef chez vous, c'est un acte hostile. Il ne suffit pas seulement de faire appel des ambassadeurs. Moi, j'aurais souhaité que nos 3 pays aillent beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire la rupture de toute forme de coopération avec l'Algérie, c'est tout. Parce qu'une fois que l'Algérie, là, il y aura cette rupture avec l'Algérie, on me dira, j'avais évoqué ça, quelqu'un m'a dit qu'il faut qu'on aille doucement, doucement. Mais j'essaie de comprendre. On va aller doucement, doucement. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Permettez-moi rapidement je vais revenir sur ça. Donne-moi une seconde. Voilà. Je suis en train de, voilà. Je devais reprendre un peu la main au niveau de YouTube. Alors, je répète. Je souhaite que nos autorités au niveau du Niger décident d'interdire le passage du gazoduc algérien. Et qu'ils demandent à l'Algérie, Bachar al-Assad a fait, non? Son gazoduc devait passer par la Turquie. Après, il a dit non, il va passer par l'Iran. Donc, on peut le faire. Les Béninois, là, ils disent qu'ils veulent plus qu'on charge le pétrole chinois venant de comment on appelle ça, le pétrole chinois venant du Niger. Ils veulent plus que ce soit chargé à leur port, non? Il faut qu'on trouve un autre moyen. Donc, moi, je demande aux autorités nigériennes de dire à l'Algérie de contourner le Niger, que le Niger n'est plus apte à recevoir le gazoduc algérien sur son sol. Le Niger s'oppose. Parce que si le Niger accepte, alors que ce gazoduc n'est d'aucune importance pour l'AES, ça veut dire que en toute réalité, l'AES, ce qu'on dit là, on n'est pas vraiment sincères les uns avec les autres. Moi, je souhaite ici que le Niger demande à l'Algérie de contourner le Niger par rapport à son gazoduc. Le gazoduc ne passera plus par le Niger. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, le fait que l'Algérie ait attaqué, parce que ici, permettez-moi on va écouter ça rapidement. L'épave a été localisée précisément dans une zone dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 52 minutes, 4,738 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 38,101 secondes est,
à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Suite à cet incident, une enquête a été immédiatement ouverte. Des résultats de l'investigation préliminaire, les points suivants méritent d'être évoqués. La liaison a été perdue avec l'appareil dans une position située sur le territoire malien et dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 51 minutes, 50,526 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 36,099 secondes est, soit 10,2 km au sud de la frontière Mali-Algérie. La distance entre le point de rupture de liaison avec l'appareil et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Ces deux points sont tous situés sur le territoire national. Les dernières informations transmises par le drone étaient relatives à une rencontre de terroristes de haut profil qui planifiaient des actions. L'aéronef est tombé à la verticale, ce qui, probablement, ne peut s'expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. Quelques heures après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérien revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités... Donc, les premières enquêtes, la géolocalisation du drone abattu se trouve au Mali. Mais l'Algérie dit que le drone aurait survolé le territoire algérien sur une distance de 2 km. Donc, au regard de cette information, le gouvernement malien décide d'approfondir les enquêtes. Donc, il y a une deuxième enquête qui est faite. D'accord? On va écouter. De la fournir des éléments probants, étayant la violation de leur espace par un drone. En plus du fait que l'État du Mali décide d'approfondir les enquêtes, simultanément, le gouvernement du Mali demande aux autorités algériennes, si vous dites que notre drone a survolé votre espace aérien, est-ce que vous pouvez nous fournir des images satellites, puisque tous les pays ont ça, ou des images de radar, ou des positions GPS qui permettent d'établir sans le moindre doute qu'effectivement le drone malien était dans l'espace algérien. Voilà ce que le gouvernement malien a demandé, chose que l'Algérie n'a jamais pu donner jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors que, écoutez très bien, je vous en prie, il semblerait que nous étions dans une sorte de collaboration avec l'Algérie. On avait même mis en place, comment on dit ça en bon français, on avait mis en place une cellule commune de communication au niveau des deux états-majors. Donc, l'Algérie et le Mali, selon l'entendement de nos autorités, on travaillait de concert, on travaillait en même temps. Mais si notre drone a traversé votre espace, moi je pense que le minimum, c'était d'envoyer un message d'alerte avec des images, avec les traces de la violation de votre espace aérien. L'Algérie devait fournir et dire au Mali, demandez à vos pilotes, aux pilotes de vos drones de faire beaucoup attention. Parce que cette affaire de drone, l'Algérie s'est toujours opposée à ce que le Mali puisse avoir ces genres de drones avec une très grande capacité. L'Algérie ne l'a pas caché. L'Algérie a dit que nous avons frappé des sites avec des civils à Tezawaten. L'Algérie n'a pas caché. L'Algérie a dit, on verra ce qui va se passer dans l'avenir. Et quand on a commencé à neutraliser, à tuer tous les terroristes, l'Algérie, le projet de l'Algérie est voué à l'échec. Dans l'Algérie, qu'est-ce qu'elle peut faire si ce n'est pas que de se venger? On continue d'écouter notre ministre. Sens malien. Depuis 72 heures,
aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Cette décision repose sur les éléments ci-après. Le silence coupable du régime algérien accordé à la demande... Alors, vous avez tous écouté, comme on a beaucoup à dire aujourd'hui, on a fait pratiquement 3 jours de repos, donc on va pas... Ici, ce qu'il faut retenir de ce communiqué, l'Algérie a abattu le drone malien. Pour moi, c'est une déclaration de guerre. Faut pas en se blaguer. Supposons que ce soit un aéronef où il y avait des pilotes dedans. Non seulement on aurait perdu notre appareil, mais on aurait encore perdu des fils, des enfants de ce pays. Un pays voyou, dirigé par des voleurs, des corrompus, des criminels en Algérie. Ça sert chez eux. Parce que l'Algérie se dit, je vais frapper et puis je vais voir. Nous savons aussi que on peut faire preuve de beaucoup de retenue. Cela me rappelle lorsque la Turquie a provoqué la Russie en Syrie. La Turquie a battu un avion russe en Syrie. Le monde espérait la réaction réciproque de Vladimir Poutine. Mais Poutine s'est beaucoup maîtrisé et beaucoup dans ce monde ont été surpris de l'attitude de Vladimir Poutine. Le gouvernement malien a dit balle pour balle, vous tirez un coup, on tire un coup, vous nous insultez, on vous insulte, vous lancez un missile, on lance un missile. On peut se poser la question pourquoi la réciprocité n'a pas été faite ici, mais pour plusieurs raisons que je ne rentrerai pas dans les détails. L'Algérie ici assume pleinement son rôle d'État voyou, d'État criminel, d'État bandit, d'État irresponsable. Parce que ce pays-là, je le dis, je le répète, c'est le bicéphalisme en Algérie. C'est-à-dire un État dans un État. L'armée constitue le véritable pouvoir en Algérie, pas le président que vous voyez. Parce que le président que vous voyez là ne peut pas avoir sa volonté avec l'armée. Vous pouvez laisser et puis demander aux personnes bien inspirées, bien introduites, bien renseignées. Ils vous le diront. L'Algérie est un État voyou. Le Mali, pour des raisons que j'ignore, mais on ne dira pas que nous sommes des provocateurs. C'est vrai, c'est un drone qui coûte beaucoup d'argent, 30 millions de dollars, quand vous faites les calculs. C'est pas ce qu'on peut pas avoir, c'est pas ce qu'on peut pas faire. Et d'ailleurs, cette action de l'Algérie, je crois, a ouvert la porte à d'autres et de nouvelles opportunités que je ne développerai pas ici. Et l'Algérie vient de pousser un pion et les pays de l'AES savent ce qu'il faut faire et ils ont pris la mesure de la menace algérienne. Je le répète, l'Algérie est un État voyou. L'Algérie est un État terroriste. L'Algérie est un État raciste. J'aurais voulu que, à l'époque où j'interpellais nos autorités, j'aurais bien aimé voir nos autorités prêter une oreille attentive, même si je n'occupe pas une position officielle dans le gouvernement. Mais c'est rare que ce gouvernement-là puisse dire que j'ai dit quelque chose qu'il ne sait pas avérer, surtout en termes de politique internationale. C'est rare. Je peux dire jamais, mais je suis un être humain. Donc supposons que je dis ceci. Mais j'interpelle nos autorités de faire beaucoup attention. On peut ne pas être un conseiller officiel ni du président, ni du ministre de la Défense, ni du ministre des Affaires étrangères ou tout autre ministre. Mais Dieu nous a permis aussi d'avoir ce que moi j'ai, beaucoup de vos conseillers n'ont pas. Je parle pas du diplôme, mais je parle de la capacité de comprendre, d'analyser, d'observer, d'anticiper les événements. Je ne sais même pas s'il y a un conseiller auprès de nos gouvernants qui peut dire que
Il a la capacité de voir ou de se projeter dans le futur comme je le fais. Mais je ne dis pas qu'ils doivent être d'accord avec ce que nous disons, mais je dis qu'ils prennent le temps souvent d'écouter ce qu'on dit. Ça peut aider. Si on avait fait beaucoup attention à l'Algérie, je dis pas qu'on va pas perdre un drone, mais dans les circonstances comme ça, là, ça va être un peu compliqué. Parce que si on avait pris le temps de vraiment montrer à l'Algérie, parce que l'Algérie est passée par quoi? Salut à toi, Bachili. L'Algérie a voulu nous amadouer. L'Algérie a voulu nous manipuler. L'Algérie, j'ai toujours dit, faisons beaucoup attention. L'Algérie, quand elle a fait ses bêtises, on n'a pas répondu. Tout de suite, on a vu quoi? La dernière visite des autorités algériennes, c'était quoi? Ils ont rappelé un avion militaire, ils sont venus au Mali. Pour dire, la communication entre les deux pays, là, il faut que les deux pays travaillent. Parce qu'ils veulent infiltrer notre service de renseignement. Ils veulent infiltrer notre renseignement pour avoir des informations. Et comme ils ont vu que cela ne marche pas, ils sont venus demander. Il n'y a pas de retour. Donc l'Algérie dit, d'accord, je fais ça. Donc l'Algérie s'est mise dans une position offensive, pas défensive, mais offensive, dans une position de provocation. Et l'Algérie savait très bien que le drone était sur le point de lâcher un ou des missiles sur la position. Donc, en frappant notre drone, ils permettent à ces chefs terroristes de s'échapper. Mais ce que l'Algérie a oublié, on n'a pas un seul drone. Dieu merci, on en a beaucoup. Ce n'est pas le Mali seul. Et Tezawanten est devenu une zone d'opération mixte pour les trois pays. Donc, les mêmes terroristes ont été localisés quelque part d'autre. Et un autre drone les a frappés avec succès. Ce que l'Algérie voulait éviter, ça a juste retardé l'opération, mais l'Algérie n'a pas empêché que ces terroristes soient neutralisés. Et nous allons continuer à les neutraliser sur l'ensemble de l'espace de l'AES. Et moi, je demande au Niger, je demande au président Tiani, je demande au peuple nigérien de demander aux autorités de saisir l'Algérie et demander à l'Algérie de trouver un autre moyen, une autre voie de passage pour son gazoduc. Mais le gazoduc algérien ne passera plus à l'intérieur du Niger. Ou bien carrément, on va demander à nos jeunes gens, si vous savez où se trouve le gazoduc algérien, comme ils ont fait avec Nord Stream 2 en Allemagne, ils sont rentrés puis ils ont fait exploser le gazoduc là. Moi, j'incite les jeunes gens dans le Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger. Allez-y, tout ce qui est comme gazoduc algérien, si vous pouvez détruire, placer des mines, faites sauter le gazoduc algérien. Causez du tort à l'Algérie, que ce gazoduc-là ne passe pas par le Niger. Je prie Dieu que vous m'entendez. Bâtard là, c'est ta mère qui m'a maudit. Attendez, il y a un bâtard qui est là, je vais l'enlever de mon direct. Maudit que tu sois. Faut dire à ta maman. Donc, ce que je souhaite, ce que je veux, c'est ta mère. Attendez, il y a des bâtards qui sont là, que je vais enlever aujourd'hui. Oh, vous me connaissez. Maudit que vous soyez. Alors donc, ce que nous disons, ce que je propose, je demande à la jeunesse de l'AES, localisez le gazoduc algérien et faites sauter ça. Si l'Algérie s'attaque à nous, on a un moyen aussi de s'attaquer à eux. Le gazoduc là, on va perturber ça. Je répète, je dis à tous les jeunes gens qui sont dans la zone, je ne vous dis pas d'aller approcher ceux qui maîtrisent les mines là. Ils n'ont qu'à aller. Ils posent les mines et puis ils font sauter le gazoduc algérien. C'est tout. Il faut faire sauter le gazoduc. Il faut faire sauter ça. Tout ce que l'Algérie fait, le gazoduc qui quitte au Nigeria, qui passe par le Niger pour aller en Algérie là, faites sauter. Peuple du Niger, c'est à vous que je parle. Vous êtes plus proche de là-bas que nous. Faites sauter ça. Et on demande aux autorités de demander à l'Algérie de contenir le Niger. C'est tout. Maintenant, on vous regarde.
Et on s'apprête, on attend l'Algérie. Et je demande aux trois chefs d'état-major d'intensifier les frappes sur Tizawaten jusqu'à ce qu'il ne reste même plus un bébé terroriste. Qu'il n'y ait pas de pitié pour les terroristes, qu'ils soient frappés avec la dernière énergie et avec la puissance de feu dont nos trois pays disposent. Que l'Algérie comprenne que si elle s'attaque à nous, on a... Donne-moi une seconde, il y a un bâtard qui est là. Faut aller demander à ta maman de t'aider à comprendre ce que je dis. Maudit que tu sois idiot. Alors donc, on continue. Alors, on va continuer. On va revenir maintenant. Ça, c'était mon point. Pour dire aux autorités, l'Algérie a montré son véritable visage. Aujourd'hui, on reconnaît que l'Algérie est un État terroriste. On reconnaît que l'Algérie entretient le terrorisme. On reconnaît que l'Algérie finance le terrorisme. Puisque c'était au moment où le drone allait frapper ces chefs terroristes que l'Algérie, ayant compris la menace, a frappé notre drone. Il appartient aux autorités de tirer toutes les leçons et de prendre toutes les mesures Alors, ça c'était ma modeste contribution. J'ai toujours dit qu'il fallait pas faire confiance ni à l'Algérie, ni à la Mauritanie. La Mauritanie est un pays esclavagiste. L'Algérie est un pays raciste. La France veut installer sa base militaire, sa base de drones et de chasseurs en Mauritanie. Ils sont en négociation, ils n'ont pas encore décidé. Mais nous restons à l'écoute, puisque la Mauritanie aussi fait frontière avec le Mali. Quand je vous dis que l'Algérie, ne vous laissez pas emballer par les soi-disant bruits diplomatiques entre Paris et Alger. C'est fou, c'est zéro. C'est zéro. L'Algérie, il y a deux pouvoirs qui gouvernent l'Algérie. Le pouvoir militaire et le pouvoir civil. C'est le pouvoir civil là qui fait tapage à la France. Mais le véritable pouvoir en Algérie, l'armée est à 100% d'accord avec la France. Le renseignement algérien travaille avec la DGSE. Et la France a besoin de l'Algérie. Donc, les Ouyouaya que vous voyez là, ne vous laissez pas emballer. Non. L'Algérie a autant besoin de la France que la France de l'Algérie. Nous, on n'a pas un problème avec le Maroc. Parce que l'Algérie est maintenant que nous, parce que quand le Maroc nous approchait, nos autorités hésitaient un peu, ils ne voulaient pas froisser l'Algérie. Sinon, le Maroc a fait des propositions intéressantes à l'AES. Pourquoi on avait mis ça en berne? Parce qu'on s'est dit qu'on a un allié qui est l'Algérie, on a un voisin qui est l'Algérie, on ne veut pas fâcher l'Algérie. Mais maintenant, là, tous les dossiers du Maroc qu'on avait mis dans les tiroirs et qu'on a fermés là, on va les faire sortir tous. Donc, on fait sortir tous les dossiers tout de suite, tous les dossiers. Tous les partenariats que propose le Maroc, on va valider tout. Et puis on commence avec le Maroc, on voit ce que l'Algérie va faire. Et moi, je pense que l'Algérie vient de montrer son visage. Et tous les pays de l'AES, d'ailleurs, la dernière visite, je n'ai pas eu le temps de décortiquer cela avec vous, la visite de nos ministres des Affaires étrangères en Russie, il y a des contrats colossaux qui ont été signés, surtout en armement. L'AES aura une armée que aucun pays en Afrique, même pas l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, n'oserait vraiment s'affronter à l'AES. Quand on va finir de mettre en place ce programme-là, ce partenariat, quand on va finir, parce que l'AES sera non seulement une force militaire à craindre, mais l'AES sera aussi une industrie militaire. C'est-à-dire que dans nos pays, on va fabriquer des armes, on va produire des munitions, on va produire des armes, on va monter des blindés ici au sein de l'AES. Et ce contrat-là, c'est qu'ils ont commencé, je sais pas jusqu'où, je n'ai pas tous les éléments, mais c'est juste ce qui a effleuré un peu mes oreilles, c'est que il y aura ce partenariat-là sera l'un des meilleurs partenariats de l'Afrique.
Je parle pas de l'Afrique de l'Ouest, je dis de l'Afrique. Je voudrais remercier la personne qui m'a fait, il y a quelqu'un qui a fait un don de combien de dollars là. Bon, je vois pas beaucoup, mais la personne a fait, merci pour la personne qui a fait le don. En YouTube, on peut faire des, on peut, bon, merci infiniment pour ceux qui nous soutiennent sur YouTube. Alors donc, ça c'est ce que on va, je voulais pas en parler, mais il fallait qu'on en parle. On a fait le rappel de nos ambassadeurs, mais pour moi, ça ne suffit pas. Moi, j'aurais souhaité voir, bon, c'est de fait, hein, le fait de rappeler nos ambassades, ça veut dire beaucoup de choses. C'est diplomatique, mais ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que l'Algérie est arrivé à un point, l'Algérie ne s'attendait pas à ça. C'est là, quand je vous disais que le renseignement ukrainien n'est pas venu seul, il est venu accompagné de la DGSE. Ils ont travaillé de concert avec le renseignement algérien. Ils ont travaillé de concert avec le renseignement ivoirien. Vous commencez à comprendre ça. Le jour où j'avais dit ça, très peu de personnes avaient cru à moi. Quand j'ai dit, les Russes, les Ukrainiens ne sont pas venus comme ça à Tizawaten. Non, les Ukrainiens sont arrivés à Alger. Ils ont été hébergés à Alger. Ils ont été guidés à Alger. C'est le renseignement algérien qui les a hébergés, qui les a briefés avec la DGSE. Donc, le renseignement ukrainien, le renseignement algérien, le renseignement français, ils ont tous travaillé de concert contre nos femmes à ce jour-là. Mais, nous, on s'est juste focalisé sur qui? Sur l'Ukraine. J'ai dit non, c'est une erreur. Vous êtes en train de... C'est pas l'Ukraine seule. Qui a reçu les Ukrainiens? C'est l'Algérie. Et l'Algérie vient de démontrer tout à l'heure. Ce jour-là, quand je disais ça, on ne m'a pas suivi. J'ai dit non. Nos autorités ont seulement accusé l'Ukraine. Mais j'ai dit, comment vous pouvez accuser l'Ukraine qui ne connaît même pas l'Afrique? Mais qui les a hébergés? Qui les a orientés? C'est l'Algérie. Voilà la preuve aujourd'hui. Mais ce jour-là, j'ai dit, non. J'ai dit, moi là, je mets ma main sur le Coran, je jure. La DGSE, l'Algérie, tout cela ont donné, tout cela ont travaillé le renseignement ukrainien pour s'attaquer à nos forces. J'ai dit ça ce jour-là. Dieu merci. La vérité est là. La vérité est là. Mais ce qui va faire mal à l'Algérie a besoin de ce gazoduc. L'Algérie a besoin de cet argent. Parce que l'économie algérienne a des problèmes. Et moi, je souhaite que l'AES frappe là où ça fait mal. Le gazoduc, là, Algérie, trouve un autre moyen pour faire passer ton gaz. Ça ne passera plus par le Niger. Si les autorités le désiraient, on encourage la population du Niger à faire sauter le gazoduc, à détruire tout. On ne veut pas les voir. L'Algérie n'a pas continué le Niger. C'est tout. Alors donc, ça, that was the first part of my life today. So we're going to the next step. Woo, le plus intéressant, le plus beau à venir. Wow. Hey! Hold on. Je suis pas encore parti, mais je voudrais vous faire écouter celui-là. Voilà. Je suis trop fan du gars là. Vous venez, Monsieur le Président, avec votre clairvoyance, Qui parle comme ça? vous envoyez 3 grands dinosaures devant moi, que j'avais pris l'espoir de les revoir, qu'on aurait tenté de les mettre dans l'oubliette de l'histoire. Dadis. Monsieur le Président, il faut que je vous rappelle de cela, Monsieur le Président. Ces 3 grands hommes dinosaures que Dieu a voulu qu'ils soient encore vivants doivent être remerciés par vous. Et si Merci. par Dadis n'a pas perdu le verbe, hein? Dadis n'a pas perdu le verbe. Ah, Dadis, il parle beaucoup, il parle. Alors, attendez. Je vais vous emmener ici d'abord. On va écouter ça. Je vais vous emmener ici d'abord. On va écouter ça. Un terme que je connais, donc le président élu, bien que le CRDA. Le président Thiam, que je connais comme le président élu du PDCRDA. Aïe, that's something is wrong somewhere. Non. Excusez-moi, hein. Peut-être que, comme on m'insulte, peut-être que je ne comprends pas français. Aidez-moi à comprendre.
Donc, on a fini, ça c'est le Mali, hein. On a fait 1 heure pour regarder les petits maudits algériens. Maintenant, on vient au pays. Beaucoup d'Ivoiriens ont dit, ils ont commandé Keita, la belle Ivoirienne. Je veux la belle Ivoirienne. Le sachet de combien, 400 grammes sur combien? La belle Ivoirienne, ça, le nom est déjà parti. Le commande. Je voudrais vraiment honnêtement remercier tous et toutes. Et les 3 jours pendant lesquels vous ne m'avez pas vu, j'ai fait exprès parce que j'avais des milliers de vos messages. Et Dieu merci, ceux qui ont compris mon message, parce que j'ai dit, si je ne réponds pas à vos messages, il faut les réactualiser chaque fois, je vais tomber dessus. Il y en a qui ont tellement réactualisé que je suis tombé sur leur 10e message. En même temps, j'ai répondu. Ils disaient, ah, enfin, tu me réponds enfin. Ouais, j'étais un peu occupé. Donc, on a commencé à répondre à tout le monde, mais il y a encore beaucoup. Il y a des milliers de personnes auxquelles j'ai pas encore répondu. Ne vous découragez pas. Relancez toujours. Et les 3 derniers jours, je n'ai fait que parler et beaucoup ont été surpris. Et puis j'ai fait plein de faveurs à toutes les personnes que j'ai appelées. Voilà, donc, c'est bon. Mais, on va écouter ça, je vous en prie. Hein. Que je connais, donc le président élu, bien que le CIRDA, et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent. Aïe! Ça c'est fort, je comprends pas. Ah, non, je comprends. Le français c'est trop compliqué. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Ici moi je comprends pas. Il dit, je connais le président élu du PCRDA. On a la même vision. Mais juge là, juge, on te dit de dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Attendez, hein, peut-être que vous ne voyez pas bien. Ah, c'est pas les deux qui sont là. Hein? C'est pas les deux là qui sont là. Ah. Bon, parce que si le ou la juge dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, donc Alassane Ouattara était menteur. Donc ce que Laurent Gbagbo a dit est vrai. Parce que si la juge dit autre chose que ce que Ouattara dit ici, hey, juge, tu vas aller en prison. Juge, ils vont te tuer. Juge, Ouattara va dire, moi, Ouattara, je n'ai jamais dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Ouattara va dire, moi, Ouattara, je n'ai jamais dit qu'il n'est pas président du PDCRD. Mais toi, juge là, c'est toi qui dis qu'il n'est pas président du PDC. Hey! Coup de bout, hey! Aïe. Hey! Ah, moi, je sais pas, hein. Vous entendez ici comme moi. Que je connais, donc le président élu, bien que le CIRDA, et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons. Aïe! Mr. President Alassane Dramane Ouattara, what's wrong with you? Man, we got a problem here, man. I don't get it. Whoa! Il n'est pas président. Aïe! Il n'est pas président. Bon, on va écouter ça là. Ça c'est pas nous, hein? Déclaration de l'ONG ICACI relative au contentieux électoral. Les faits. La Commission électorale indépendante, CI, a ouvert le 22 mars 2025 la période du contentieux de la liste électorale provisoire aux fins de réclamation et de correction jusqu'au 5 avril 2025. Donc c'est déjà passé. Ce que vous devez retenir,
la commission électorale a déjà reçu 5 plaintes, 4 ou 5, qui stipulent que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Mais entre-temps, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. J'ai fait une intervention sur Elvic TV de Isaac Kofi la dernière fois, je crois que c'était le samedi, où il paraîtrait que Tidiane Thiam, son passeport aurait été annulé. Donc, impossible pour lui de se déplacer. Vrai ou faux, pour le moment, je n'ai pas encore tous les éléments en main. Mais, ce qu'il faut retenir, je voudrais, il y a un seul élément. D'ailleurs, même, je voulais mettre sa photo, c'est mon petit frère, mais j'ai hésité. Je vais juste faire écouter. Vous le connaissez, c'est un grand parolier. Écoutons-le. Je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Mais j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont peur de la guerre. Le mois d'octobre fait peur aux Ivoiriens. Je vous en prie, Monsieur le Président. Si vous avez besoin de temps, nous sommes prêts à vous accompagner devant les députés de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous puissiez leur dire de combien de temps vous avez besoin pour qu'on ait une liste électorale propre sans conflit. Certains vont certainement me dire, mais monsieur Blé, écoutez, on n'a pas assez de temps, on ne va pas perdre le temps. Alors je réponds, au nom des Ivoiriens cette fois-ci, au nom des orphelins de la guerre de 2011, au nom des veuves de 2020, au nom de ceux qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui, à cause de la guerre, sont des sous-couverts, ces entrepreneurs qui ont tout entrepris et qui ont tout perdu en 24 heures à cause de la guerre. En leur nom, je dis, nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Alors, quand vous prenez le préambule de la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire, je vais juste vous laisser un peu de sauce pimentée. On va pas trop... Ça, c'est... Je vais mettre ça pour aujourd'hui. On est déjà, je crois, mercredi, je crois bien. Ouais, je vais juste planter le décor et puis on se rejoint après. Hein? On peut pas... Ici, on peut ne pas aimer Charles Blé Goudé. On peut ne pas être d'accord avec Charles Blé Goudé. On peut ne même pas apprécier Charles Blé Goudé. Moi, je m'en fous éperdument. Mais est-ce que ce que Charles Blé Goudé dit ici est faux? Dans le préambule de la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire, la loi fondamentale dit quoi? Comme dans la plupart de tous nos pays, la vie humaine est sacrée. Est-ce que c'est juste des lettres? Juste des phrases qui n'ont aucun sens? Si la vie humaine est sacrée, la loi fondamentale doit protéger la vie humaine. C'est pourquoi, en préambule, il est dit que la vie humaine est sacrée. Si elle est sacrée, comment faire pour préserver cette vie sacrée? La protéger, l'aider à s'épanouir. Pas par des kalachnikovs, pas par des crises répétitives, pas pour dire je m'en fous de vous. Voilà hier des gens qui disaient, parce que je suis du Nord, musulman, ce qui n'a jamais été d'ailleurs, c'est blasphème, on ne veut pas que je sois candidat. Maintenant qu'il est candidat, il dit aux autres, vous croyez que l'élection présidentielle c'est un jeu d'enfant, vous me trouverez devant vous. Mais aucun président ne peut parler comme ça. Seul un dictateur criminel sans foi ni loi peut parler ainsi. Parce que les gens gouvernent avec une proposition de projet de société. Et c'est le peuple qui valide. Mais voilà un idiot qui s'assoit, qui oublie le peuple, qui oublie, et puis qui dit, vous allez me trouver. Aïe, toi tu es qui? Ancien spermatozoïde, futur cadavre, d'assez. Après ça, tu n'es rien d'autre. Charles Blé Goudé, on peut ne pas l'aimer. C'est le droit de chacun. Mais ici, il a parlé fort. On préfère perdre du temps que de perdre la vie. Pour la première fois, à cause de l'élection
quelqu'un a été décapité en Côte d'Ivoire et sa tête, on a pris pour faire ballon. Et comme je suis sous le commandement du peuple, tu viens de me dire de répéter. Alors, je vais le prier à votre volonté. Écoutez. Je le répète. Le président de la CEI a réussi à faire une révision électorale à 3 mois des élections en 2015. Il a réussi à faire une révision électorale à 3 mois des élections en 2020. En 2025, il n'a pas le temps de faire la même révision à 9 mois des élections. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous, ce que nous voulons, c'est que les élections se passent de manière pacifique, de manière inclusive. Ici, et ce qui est un peu rigolo dans toutes les interventions par rapport à ce maudit président de rebelle, Hubert, cette malédiction humaine, tout le monde dit on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Mais où est ce qui est compliqué pour que ceux qui disent allons, si Ouattara, le peuple ivoirien veut le plébisciter, mais le peuple ivoirien est souverain pour le plébisciter, mais permettez que cela se fasse au moins dans la transparence. Hein? Hey, vous dites, vous avez construit, vous avez fait plus qu'au fouet, vous avez travaillé plus qu'au fouet. On est d'accord avec tout ça, mais vous avez peur de quoi alors? Si vous avez fait plus qu'au fouet, si vous avez fait plus qu'au fouet, une dernière fois, si vous avez fait plus qu'au fouet, vous avez peur de quoi? Allez aux élections de façon transparente, avec une liste électorale au moins moins contestable. Où est le problème? Vous gagnez, le monde connaîtra votre force. Mais dans des conditions pareilles, d'abord, vous êtes malvenu au pouvoir en 2011. En 2015, grâce au PDC-RDA, vous êtes passé au Lémé. La seule élection que vous avez gagnée au Lémé, c'est en 2015, avec le soutien du PDC-RDA. En 2020, vous étiez contestable. Vous avez refusé. Vous êtes opposé. À tout, vous avez tué le Bakaver, on s'en souvient. Pourquoi quand il s'agit d'aller dans un jeu fair play, vous avez des problèmes avec ça? Cela démontre à quel point vous êtes malhonnête, à quel point vous n'avez rien fait, à quel point vous êtes fébrile, à quel point même si on vous met dans une élection crédible, transparente, face à un coq, à une poule, au nom de Dieu, vous mettez un mouton face à Ouattara. Élection propre, il va battre Ouattara. Le mouton va le battre. Parce que donc finalement, vous avez menti. Finalement, vous n'avez rien fait. Quand vous allez, moi je me rappelle encore, on dit chez moi, Dieu merci. Quand j'allais à l'examen, à 3 mois à 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, pardon. Ouais, 2 mois à peu près. Moi je n'allais plus à l'école, je restais à la maison. Et on faisait les devoirs, les trucs dans mon dos, les examens. J'ai dit c'est pas mon problème, moi c'est le bac qui m'intéresse. Parce que moi, le premier trimestre et le deuxième trimestre, mes moyennes étaient suffisantes, même si le troisième trimestre j'avais 0, les deux me suffisaient pour avoir une bonne moyenne pour aller au bac. Donc, je n'allais plus à l'école. Parce que j'avais confiance en moi. J'avais confiance en moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai frappé haut les mains. Et ça supprime beaucoup de gens. Parce que j'avais confiance en moi et je n'avais pas peur d'aller affronter les épreuves. Mais quand vous avez confiance en vous, vous avez peur de quoi? Moi, c'est la première fois dans ma vie de voir un régime qui se vante tant, mais qui en même temps est fébrile, qui en même temps est répulsif, agressif, en même temps qui refuse l'affrontement fair play, qui refuse le contact fair play, qui refuse le jeu fair play. Mais, donc, tout ce que vous dites là,
C'est un mensonge, il n'y a pas de vérité dedans. Il n'y a pas de vérité dedans. Ah! Ouattara, à 83 ans, proche de ta tombe, malade, épuisé, fatigué, tu triches encore. Eh, le vieux, tiens. Ah! Aïe, vraiment, ça c'est faux. Pas du Sagana. Alors, s'il n'a pas le temps, ceux qui légifèrent, nous allons partir vers eux, les députés, pour leur présenter le tableau de la Côte d'Ivoire, en les invitant à regarder dans le rétroviseur sombre de notre histoire récente. Pour leur dire, donnez du temps, monsieur. Donnez du temps au président de la CEI. Parce que nous, les Ivoiriens, nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Alors, moi, souvent, je suis pas trop d'accord avec Chris Yapi quand il parle beaucoup sur certains de nos acteurs politiques. Il s'attaque... moi, je l'apprécie beaucoup, mais je pense que Chris Yapi n'est pas honnête. Je le dis en toute franchise, il n'est pas honnête. Vous savez, on peut ne pas être d'accord avec l'idéologie d'une organisation politique. Mais il y a des accusations, avant de le faire, il faut se poser la question. À qui profitent ces accusations-là? Parce que moi, aujourd'hui, je suis sur le point de dire que Chris Yapi, c'est celui qui a manipulé tout le monde, mais en réalité, on dirait qu'il travaille pour les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que aller pointer du doigt Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo, Tidjane Diam, qui aujourd'hui représente véritablement l'espoir de toutes ces personnes-là qui ont perdu foi à la politique ivoirienne. Finalement, il dit, ces gens-là, quand vous leur dites quelque chose, mais je ne sais pas si Chris Yapi se rend compte des bêtises qu'il fait souvent en attaquant certaines personnes. C'est très dangereux. Moi, je ne suis pas contre lui. Mais je trouve seulement que les gens doivent être intelligents par moment. Moi, il y a des informations souvent que j'ai. Je me pose la question de l'utilité. Ces informations-là, si je les donne, est-ce que je vais rendre service à l'AES, au Mali, au Burkina, au Niger? Ou bien? Et quand je regarde, je dis non, ces informations-là, je ne les donne pas. Et puis j'attends de voir ce que les gens vont dire. Et si je vois que certains commencent à sortir, il y en a qui peuvent, les gens peuvent ne même pas être au courant de l'information. Les gens peuvent mal interpréter, les gens peuvent, et quand je vois que c'est comme ça, si je peux rectifier, je rectifie. Même quand je sais qu'il y a des informations qui sont pertinentes, je dis ces informations-là ne nous seront pas utiles dans le combat actuel. Parce que nous sommes dans des moments particuliers et des instants spéciaux. On ne peut pas se permettre de dire certaines choses. Et Chris Yapi, aussi stupide qu'il peut paraître par moment, il ne fait pas cette intelligence, il n'a pas cette vision intelligible. C'est pourquoi je dis même à mon jeune frère, bon, j'espère qu'il a compris maintenant, peut-être mon jeune frère Suleiman, je dis souvent, il y a des informations que vous donnez qui n'arrangent pas le pays. Faites beaucoup attention, ne cherchez pas là, vous n'êtes pas ainsi. Vous pouvez avoir des informations et puis ne pas les dire. Je vous jure au nom de Dieu, d'après eux, ils ont des sources, non? Moi là, si quelqu'un dit qu'il a ma source là, que Dieu le maudisse à jamais. Mais ce que je peux dire là, jusqu'à leur mort, personne parmi eux ne peut le dire avec certitude et assurance. Et puis vous asseyez, vous voyez. Ah mais voilà le cas de l'Algérie qu'on a fini tout à l'heure. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de l'Algérie et qu'est-ce qu'on n'a pas vu l'Algérie faire? Donc ça c'est des cas, je n'ai pas besoin de me vanter pour ça. Mais il y a des informations que quand je parle pas. Aujourd'hui, je peux avoir certaines informations sur la situation d'Algérie, mais jusqu'à ma mort, je ne vais jamais le dire sur les réseaux. Parce que ça n'arrange pas l'État malien, ça n'arrange pas le peuple malien, ça n'arrange pas l'espace AIS, ça n'arrange aucun. Pourquoi je vais développer? Je n'en ai pas besoin. Mais au contraire, je peux utiliser même cette information-là, c'est-à-dire prendre l'information, la travailler et puis la rendre bénéfique pour l'AES. C'est ce que j'ai fait. Quand bien même que je ne suis pas content du fait que
j'ai toujours interpellé sur l'Algérie, mais malheureusement, on a laissé l'Algérie, l'Algérie jusqu'à ce que l'Algérie nous trahisse. Mais, j'ai dit que je ne vais pas parler. Mais aujourd'hui, je suis sorti, j'ai parlé. Et je vous en prie, prenez mon intervention et allez écouter tous ceux qui ont fait. Moi, je ne fais pas dans l'émotion. Et tout ce que j'ai dit, vous le savez. Monter, descendre, c'est la vérité qui est là. Et l'Algérie même ne s'attendait pas à ça. C'est pourquoi je dis, il faut détruire le gazoduc Algérie qui passe au Niger. Il faut le détruire, ça ne passera plus au Niger. Que les autorités du Niger se ressaisissent, que ce gazoduc ne passe plus par le Niger. L'Algérie doit trouver un autre chemin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réévaluer encore le projet. Ça va devenir beaucoup plus cher et le délai de livraison va prendre du temps. Voilà la réalité. Et l'Algérie sera perdant ici. Parce que ce que l'Algérie voulait faire, c'était de venir s'installer au Niger avec Bazoum. Installer l'Union européenne au Niger. Installer la France au Niger. Donc tout ça, ce n'est plus possible. Et l'Algérie aujourd'hui, c'est toutes ces choses-là que l'Algérie a vu venir et faire s'est révolter contre nous. Donc, moi, quand vous venez attaquer Charles Blé Goudé, oui, si je le surprends en train de dire quelque chose par rapport, si je surprends Charles Blé Goudé en train de dire quelque chose par rapport à Babo, Soro, Simone, Tidjane ou par rapport même aux Ivoiriens, je vais l'allumer. Soit c'est certain. Mais pour le moment, c'est pas le visage qui me montre. Et la politique est faite de circonstances. C'est pourquoi on dit que ce sont des appréciations circonstancielles. Aujourd'hui, on prend Charles Blé Goudé dans une circonstance précise. Aujourd'hui, il fait le travail de l'opposition de façon intelligente, responsable dans le cadre de son parti. Et surtout, je l'ai dit, je le répète, les politiciens, leur arme, c'est la Constitution, la loi fondamentale. Les politiciens, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Donc, il est... D'accord? Ok. Donc, pour nous, il est clair. Donne-moi une seconde, j'ai un petit problème, j'ai un petit souci de relais ici. Je vais voir si on peut... Permettez-moi, je vais rapidement relancer ici. J'espère que ça pourra aller. Donne-moi une seconde, on va essayer de... Voilà. Ouais, on a eu beaucoup. Oh là 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 là. Donne-moi une seconde, on va rapidement revenir là. Donc, comme je disais, rapidement, c'est ça cette réalité à laquelle il faut faire face. Mais moi, je ne suis pas du genre, Charles Blé Goudé il est ceci, Charles Blé Goudé il est cela, Tidjane Thiam il est ceci, Tidjane Thiam il est cela. La politique, c'est l'instant T qu'il faut regarder. À cet instant précis-là, est-ce que Tidjane Thiam fait l'affaire de la Côte d'Ivoire? Oui, il fait l'affaire de la Côte d'Ivoire. À cet instant précis, est-ce que Simone Gbagbo se bat pour une Côte d'Ivoire libre et indépendante? Oui. À cet instant précis, est-ce que enfin, tout ce que vous connaissez, ce qu'on accuse aujourd'hui, il faut faire cette appréciation saine sans forcément tomber dans ces pratiques ou dans ces insinuations qui n'ont aucun fondement. Alors, on va se retrouver dans le courant de la journée, Inch'Allah, sinon dans la soirée, on va décortiquer en long et en large ce que nous avons dit ici.